Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de métaux critiques, donc de matières premières minérales qui sont des éléments importants pour les process industriels dans l'industrie. On est en décembre 2025, au cours de cette année, la Chine qui produit et qui raffine la plupart de ces métaux critiques a mis en place un certain nombre de mesures de restriction aux exportations qui ont un peu chamboulé les chaînes d'approvisionnement, par exemple dans les aimants ou les aimants semi-permanents. Et donc je vous propose un petit peu de voir l'évolution de ces marchés, comment ils fonctionnent, l'évolution des prix, et puis surtout le rôle du progrès technique, puisqu'on a une demande vigoureuse, mais l'offre minière aussi progresse très rapidement. Alors, ce petit schéma vous montre un panorama que je trouve assez pédagogique sur les différentes catégories de métaux critiques. On peut en différencier 3 ou 4. À gauche, sur le transparent, en bleu, vous avez tous les métaux qui sont utilisés dans l'électronique, les semi-conducteurs, les puces, la navigation inertielle, les radars. Donc là, c'est le royaume des terres rares, du silicium, du gallium, du terbium, de l'yttrium. Il va falloir réviser sa table de Mendeleïev quand on regarde ce transparent-là. Deuxième famille importante, ce sont les métaux critiques qui sont utilisés dans tout ce qui touche à l'énergie, les énergies renouvelables notamment. Donc là, lithium, nickel, gallium, terres rares, hafnium aussi. Et puis ensuite, on a deux petits domaines particuliers, celui de l'aéronautique qui consomme beaucoup de titane, et puis vous avez certains matériaux de haute performance qui utilisent pas mal de tungstène, c'est un petit peu en violet sur ce schéma. Alors, il y a des éléments d'actualité en fait sur ces marchés-là. Les éléments d'actualité, c'est que la Chine effectivement peut prendre parfois des mesures de restriction à l'exportation. Et en ce 3 décembre 2025, la Commission européenne a publié en fait un ensemble de règles directrices pour organiser la riposte européenne, enfin on l'espère en tout cas, et réduire la dépendance européenne sur un certain nombre de métaux, en particulier le lithium, mais il y en a d'autres aussi, je pense au vanadium par exemple, et favoriser l'augmentation de la production des métaux critiques sur le sol européen, favoriser aussi des fournisseurs de métaux critiques qui ne soient pas chinois, et puis favoriser aussi la constitution de stocks de métaux critiques. Donc en tout cas, ça c'est un plan qui est plutôt bien inspiré. Alors d'un point de vue sectoriel, écoutez, dans la métallurgie, on est des gros consommateurs de ce type de métaux. Je vais donner un certain nombre de détails, mais on peut penser par exemple dans l'électronique, tout ce qui est indium, germanium ou gallium, et puis titane pour l'aéronautique, l'aérospatiale qui utilise aussi beaucoup de super alliages avec des métaux comme le niobium, le zirconium, le bore, le chrome et autres. Voilà. Alors, si on regarde ce transparent, eh bien, on constate que le prix de ces métaux critiques a globalement baissé. Là, vous en avez 5. Bon, le platine augmente pas mal depuis 12 mois, mais l'essentiel, en fait, du prix des métaux critiques a beaucoup baissé. Regardez le lithium. Il y a 3 ou 4 ans, vous aviez des commentateurs qui vous expliquait que, vu la demande de lithium pour les batteries, eh bien, le prix allait exploser. En fait, le prix s'est effondré pour des raisons que je vais évoquer rapidement. Le nickel aussi, qui est un élément important dans les batteries stationnaires, cobalt, graphite, qui est utilisé dans les anodes de batteries. Comme vous voyez, le prix baisse. Alors pourquoi le prix baisse ? Eh bien, parce que l'offre minière pour ces métaux-là est très dynamique. Le nickel est fabriqué en quantité gigantesque en ce moment du côté de l'Indonésie, avec des capitaux chinois, et donc le prix baisse. Le cobalt aussi, on a une demande qui commence à se tasser, et l'offre en République démocratique du Congo reste toujours vigoureuse. Les terres rares, on considère que pour ces métaux-là, il y en a une quinzaine, eh bien, l'équilibre du marché est à peu près assuré entre l'offre et la demande à l'horizon 2030, sauf accident géopolitique et diplomatique, bien sûr. Et puis le lithium, en fait, le prix du lithium s'est effondré parce que même si la demande a augmenté de 30% en 2024, eh bien l'offre est encore supérieure à cela. Et donc vous avez un prix du lithium qui va beaucoup baisser. Alors, ces prix des matières premières minérales critiques sont des prix qui sont extrêmement volatiles. Vous le voyez sur ce graphique. Les deux petites barres rouges vous montrent, c'est un indicateur de dispersion, c'est un écart type, vous montre la volatilité des prix du gaz naturel et du pétrole, qui sont parmi les prix les plus volatiles d'une économie. Et plus volatile que ça, il y a l'électricité, mais il n'y a pas beaucoup de choses plus volatiles que le prix du gaz naturel. Et comme vous le voyez, écoutez, les prix des matières premières minérales, c'est extrêmement volatile. Donc la volatilité, ça joue à la baisse, ça joue à la hausse. En ce moment, ça baisse, mais il faut savoir que ça peut se réveiller très vite.
Comme vous le savez, et vous le voyez sur ce graphique-là, en fait, la Chine occupe une place importante dans la production de la plupart de ces métaux-là. Alors, il y a sans doute d'ailleurs, je pense, une petite coquille sur ce graphique de l'Agence internationale de l'énergie, puisque tout ce qui est rouge, c'est la Chine qui est le premier producteur, qui domine le marché. Sur le cobalt, en fait, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Par contre, vous voyez, nickel, vous avez une barre qui est violette, c'est l'Indonésie, mais en vérité, les usines de production de nickel en Indonésie sont essentiellement à capitaux chinois, donc on aurait pu la mettre en rouge. La concentration sur la Chine est encore plus forte, vous le voyez dans ce graphe, au niveau du raffinage, parce que non seulement il faut extraire évidemment le minerai, mais en plus vous le raffinez par des procédés physico-chimiques pour qu'il puisse ensuite être intégré dans des biens industriels finis. Et donc la Chine a évidemment une position centrale sur le raffinage des métaux. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête qui est important, c'est que la plupart de ces métaux critiques sont coproduits. Ce sont des métaux coproduits avec un autre métal principal. Mystère de la composition chimique de la croûte terrestre et aussi de la chimie minérale. Vous n'avez pas, au sens strict, des mines de germanium, vous avez des mines de zinc où on trouve du germanium et on exploite du germanium. Alors ça, d'un point de vue économique, cette caractéristique géologique, elle a beaucoup de conséquences parce que, eh bien, en fait, le germanium, en tant que coproduit du zinc, le montant de production de germanium va en fait dépendre non pas de l'équilibre off-demande de germanium, mais elle va dépendre de l'équilibre off-demande de zinc, parce qu'en fait, on ne va pas produire du germanium pur, on va produire du zinc et puis avec du germanium à côté. Même chose pour le cobalt, qu'on trouve souvent dans des gisements avec du cuivre ou du nickel, le tellure, qu'on trouve souvent avec du cuivre. Pour pas mal de métaux critiques, en fait, vous avez des caractéristiques économiques qui sont très particulières parce que, en fait, les caractéristiques économiques dépendent d'un autre marché, ce qui fait que vous pouvez avoir durablement une forte demande pour un métal critique et une offre qui ne suit pas parce qu'en fait, elle dépend de l'offre d'un autre métal. Ce qui veut dire que vous avez des prix effectivement qui sont très volatile. Sur ce graphique-là, vous voyez une grande bascule technologique, et je commence à aborder les thèmes technologiques. À gauche, les cathodes qui sont utilisées dans les batteries automobiles. On utilisait jusqu'au début des années 2020 une technologie dite NMC, donc lithium, nickel, manganèse, cobalt. Et vous avez beaucoup d'entreprises, notamment Tesla, qui ont mis beaucoup d'argent sur la table en R&D pour développer des batteries où les cathodes ne contiennent pas de cobalt, pour une raison assez simple, c'est que les 2/3 du cobalt dans le monde sont produits en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas un pays hyper stable politiquement. Et donc vous avez une bascule en quelques années, vous voyez, ça a été très rapide, c'est les 2 premières colonnes du graphique de gauche, qui vous montre qu'aujourd'hui, en fait, la majorité des batteries automobiles sont une technologie LFP, c'est-à-dire lithium, fer, phosphate. Et donc ces questions de nomenclature, de chimie, de R&D sont très dimensionnantes dans le secteur minier. À droite, au-delà des différentes couleurs, vous voyez que les anodes de batteries automobiles sont essentiellement fabriquées à partir de graphite. Le graphite, pour faire simple, c'est du carbone. Et puis, pour finir, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que le progrès technique, le progrès des technologies est important dans le secteur minier et que ça permet de soutenir la production de métal là où on n'y arrivait pas à produire du métal avant. Regardez par exemple ce premier carré de couleur en haut du transparent. Aujourd'hui, on arrive à faire des extractions directes de lithium à partir de saumures, c'est-à-dire de corps géologiques qui sont plutôt en surface, où la concentration de lithium est relativement faible, qui auparavant, ça ne permettait pas de faire une exploitation dans des conditions économiques. Maintenant, on arrive, il y a des procédés physico-chimiques, à extraire du lithium plutôt en surface, et vous voyez dans le petit graphique qui est juste à votre gauche, ça permet d'avoir des cycles de production du lithium qui sont beaucoup plus courts et en ayant en fait de la concentration de lithium en mètre cube beaucoup plus élevée. C'est un choc de productivité, ça permet de produire plus à ressources constantes. Même chose pour les terres rares, vous le voyez dans le graphique du bas, c'est ce qu'on appelle les argiles à adsorption ionique, ça permet d'extraire des terres rares au lieu de creuser en fait à quelques centaines de mètres de profondeur, on va creuser à quelques mètres de profondeur, on va traiter un certain nombre d'argiles et on en extrait des terres rares, ça vous fait en fait produire les choses 30% moins chères. Et puis, deuxième graphe, là, les graphiques synthétiques. Les graphiques synthétiques, en fait, c'est plus pur que des graphiques naturels. Ils ont de meilleures performances, mais la production, en fait, est assez énergivore. On consomme 4 fois plus d'énergie pour produire du graphique synthétique que du graphique naturel. Pour diminuer cette production d'énergie et les émissions de CO2, on a développé ce qu'on appelle les nouveaux graphiques synthétiques. Vous le voyez dans le graphe de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut produire du graphite en utilisant 2 fois moins d'énergie, en émettant 2 fois moins de CO2. Et puis, le dernier point intéressant, c'est l'intelligence artificielle.
les mines, l'exploration-production, c'est l'un des secteurs économiques qui est le plus intensif en data. Ils manient des bases de données absolument gigantesques. Et comme vous l'avez, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez en fait diminuer de moitié le coût d'un forage d'exploration, parce qu'en fait, vous allez forer au bon endroit et vous allez tomber sur des filons où la richesse du minerai est parfois 4 à 5 fois supérieure à ce que vous auriez fait sans l'intelligence artificielle. Ce qui me permet de conclure sur quelque chose d'assez important. Faites un petit peu attention à tous les commentateurs dans le débat public, je ne citerai pas de nom, qui vous disent que en matière de matières premières naturelles, ce qui importe, c'est les équilibres physiques de volume entre offre et demande. C'est sûr que ça importe, mais ce qui est très important, c'est tenir compte de la volatilité des prix qui permet de jouer sur l'offre et sur la demande, et aussi du progrès technique. Le progrès technique, c'est ça qui permet, dans certains cas, d'augmenter considérablement l'offre minière dans des endroits où avant on n'arrivait pas à produire des terres rares ou du lithium. Donc les choses bougent en matière de métaux critiques, en matière de technologie, en matière de prix, en matière de réponse européenne, on croise les doigts. A priori, on a plutôt un redécollage de la production de métaux critiques qui devrait durer jusqu'en 2030, donc on ne s'attend pas, sauf accident géopolitique, à une explosion des prix dans la plupart des cas d'ici 2030. Et puis, encore une fois, ce qui est important, c'est de suivre les nouveaux développements de technologies d'extraction minière, parce que c'est elles qui, in fine, donnent le la du marché et donc du prix de ces métaux que nous achetons pour faire tourner nos usines.